Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je m'amuse et je me gâte. Je reçois une invitée de marque. Et avant de commencer et de vous la présenter, je trouve ça drôle parce que je ne connaissais pas cette personne-là il y a quelques mois, quelques années. Et elle a adhéré à ma cohorte Ligue majeure. Je devrais dire, elle a adhéré à mes cohortes Ligue majeure parce qu'elle en a fait une. Après ça, elle a embarqué dans la deuxième, puis tu as embarqué un peu dans la troisième aussi. C'est Clémence Raquielli de Pure RH qui se spécialise en recrutement, finance et comptabilité. Salut Clémence, comment ça va? Allô Marco, ça va toi? Ça va super bien. Super content de t'avoir sur le show parce que par le fait que tu étais dans la cohorte avec moi, puis j'ai pu voir un peu ton parcours, je trouvais que tu avais un parcours qui était extrêmement intéressant dans une industrie que je ne connais pas et que je trouve challengeante, je vais le dire comme ça. Fait que toi, ça fait combien de temps que tu as Pure RH? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, mais avant ça, tu étais une employée et tout ça, puis j'aimerais ça commencer tout de suite avec ça, de dire... Comment est-ce qu'une personne qui a un emploi stable, une belle qualité de vie et tout ça, du jour au lendemain, dit « fuck that, moi je m'en vais puis je pars à mon compte ». En fait, puis c'est une bonne question, Marco. Pour te donner un portrait, oui, c'était un emploi stable, mais les gens qui sont engagés dans cette entreprise-là et qui réussissent en chasse de tête sont des gens qui vont adhérer au modèle intrapreneur, de un. Donc, quand tu es engagé, et ils le savent, c'est une très, très bonne école aussi pour se lancer. Les profils qui fonctionnent bien et qui répondent bien dans ce type de poste-là, c'est des gens qui vont gérer, si on veut, leur budget, leur business. Donc, tu appartiens à une entreprise, mais tu es intrapreneur et tu réussis bien dans ce modèle-là. Donc, clairement, ce sont des gens qui ont la fibre entrepreneuriale aussi. C'est toujours un risque pour l'entreprise, malheureusement. Ça faisait des années que j'y pensais. Par contre, j'étais très, très bien dans mon poste. Ce qui est arrivé, c'est que, l'entreprise a pris des proportions très grandes. C'est devenu North America, ce qui, moi, me correspondait moins. Donc, le côté PME me manquait beaucoup. J'adorais ce que je faisais. J'ai développé plusieurs territoires pour l'entreprise, que ce soit la Rive-Nord, l'Est de Montréal, Ville-Saint-Laurent, l'Estrie. Par la suite, pendant plusieurs années, territoire sur lequel j'habite maintenant. Donc, territoire sur lequel je suis restée également, qui a suscité beaucoup, effectivement, de questionnements ou autres, mais c'était dans mes droits de continuer là, sur ce territoire-là. Et ce sont justement les entreprises qui ont été avec moi dans ma construction de maison aussi. Donc, niveau personnel, j'habite là maintenant. Donc, c'était une suite logique, si on veut, pour la suite des choses, tout en étant très respectueux là, dans tout ça. Donc, voilà. Donc, du jour au lendemain, effectivement, je pense que j'ai tout bâti en dedans de 24 heures. Je suis partie, puis le monde a vraiment trouvé ça fou un peu, mon Dieu, en dedans de 24 heures, ton site, ton logo, ton nom, tout était parti. J'ai pas dormi beaucoup dans ce petit laps de temps-là, je te dis. Fait que dans le fond, t'es arrivé au stade de dire, t'es arrivé au maximum de ce que l'entreprise pouvait te donner. Puis là, t'as dit, je pense que je suis rendu au stade de voler de mes propres ailes. Je m'en dis battre de tes propres ailes, mais voler de tes propres ailes, de dire, je pense que tant qu'à être intrapreneur, je vais être entrepreneur, et t'as dit, let's go, on part. Oui, j'ai toujours développé différents territoires pour eux, et à un moment donné, j'avais besoin d'un autre challenge. J'étais capable d'aller chercher beaucoup d'entreprises, j'étais capable de développer un territoire, ma preuve était faite. Après ça, j'avais besoin de passer à un autre projet. Ça a été comme ça pendant plusieurs années. Puis, je te dirais, justement, avec la grosseur que l'entreprise a prise dans les dernières années, le fait qu'ils deviennent justement North America à l'échelle, ils ont toujours été mondiales, mais on ne le sentait pas nécessairement dans l'entreprise. De fil en aiguille, c'est devenu très gros, trop gros pour moi. Ce côté-là, justement, humain, je le retrouvais moins. Puis j'avais envie, moi, d'avoir cette même proximité-là avec mes clients, mais justement, pardon, je rectifie. J'avais envie, moi, de retrouver un petit peu plus de proximité, justement, avec mes clients. Puis au lieu de me faire mettre de la grosse pression au niveau KPI, au niveau volume, parce que c'était comme ça, puis on va nommer un chat, là. Quand tu es en grande entreprise, il y a des gros objectifs à respecter. C'est des chiffres. Il y a des KPI. Des chiffres, il y a des actionnaires, il y a des il y a du rendement. Moi, j'ai travaillé pour... Je vais le nommer, la Belle Mobilité. Là. Puis, à toutes les fins de trimestre, let's go, tordais la serviette parce qu'il faut être capable de rentrer des chiffres pour que les actionnaires soient contents. Puis, je veux dire, on s'entend que c'est clairement pas dans mon ADN. Puis, de toute évidence, c'était pas dans le tien non plus. T'sais. Non, ça me plaisait plus de
de pousser. Je suis pas quelqu'un qui aime pousser les entreprises, pousser les clients, pousser quelqu'un dans un poste qui ne lui correspond pas nécessairement. Parce qu'il faut que tu fasses les chiffres. Ben, c'est ça. Ouais, pour moi, ça je comprends. correspond moins à mes valeurs. J'aime vraiment le côté humain. J'aime l'accompagnement. Écoute, je me suis fait dire par une candidate avant-hier, Clémence, j'ai eu 15 chasseurs de tête pendant cette recherche d'emploi-là qui n'a pas été facile. Finalement, c'est mon offre qu'elle a acceptée. Mais elle m'a dit, t'es une des seules qui ne m'a pas poussée à accepter l'offre, qui m'a amenée à voir les choses différemment, à voir les choses sous une autre perspective. Puis effectivement, c'est une grosse discussion que j'avais eue avec elle. Moi, j'ai pas intérêt à placer quelqu'un dans un poste si la personne est pas heureuse. Elle va quitter dans 2 mois. On va se retrouver avec un remplacement de poste. Le client est pas content, le candidat non plus. Puis moi, je perds mon deal. T'sais. Ben c'est ça, mais puis c'est parce que l'autre chose aussi, c'est de dire à court terme, tu peux être capable de le faire. Tu sais, je vais placer plein de monde, je vais faire de l'argent pour tout le kit, mais éventuellement, ils ne te rappelleront jamais. Là, Ben non, ça, comme le candidat qu'elle nous a donné n'était pas bonne, tout le kit. Mais là, tu es parti en ressources humaines, en recrutement. Finance et comptabilité. Oui. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question, Marco. En fait, c'est l'expertise que j'ai développée au fil des 9 dernières années, justement, quand j'étais chez un géant du marché, comme tu le sais. Expertise qui est essentielle aussi dans le marché, donc est essentielle à la bonne marche d'une entreprise. Donc, tu vas toujours avoir besoin d'un comptable, tu vas toujours avoir besoin d'un directeur des finances, de quelqu'un qui fait la paye de tes employés, de quelqu'un qui va collecter les comptes, de quelqu'un qui paye tes fournisseurs. Jusqu'à ce qu'une entreprise fasse faillite, tu as besoin d'une ressource au niveau de la comptabilité. Donc, c'est un service qui est essentiel. Ouais. Puis ça, on l'a vu même après la COVID, en temps de COVID. Si on n'a pas de création de postes parce que l'économie ne va pas bien, bien, on a au moins les remplacements de postes parce qu'il y a toujours des gens qui jouent à la chaise musicale et qui quittent leur poste. Au début de l'été, on le voit, il y en a un qui m'écrit, « Clémence, je pense quitter mon poste bientôt. Ah, ben, je le sais qu'il va y avoir une chaise vacante là-bas. Je le sais que le marché va commencer à bouger. » Donc, on voit cette tendance-là. Mais bref, c'est un poste qui est... c'est une expertise qui est essentielle à la bonne Tu marche peux pas dire on va réduire les dépenses, on va juste fermer notre département finance. Exactement. C'est plus ta compagnie grandit, plus ton entreprise grandit, plus tu as besoin de quelqu'un pour justement aller collecter tes comptes, aller payer tes employés. Puis comme propriétaire d'entreprise, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Puis ça, je m'en rends compte depuis 1 an et demi parce que je le fais. Je paye mes employés en ce moment. C'est moi qui fais beaucoup de choses. J'ai un technicien à la facturation, bien entendu, et un comptable externe, mais je pourrais pas sans ça. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir toutes les expertises. Puis à un moment donné, comme on l'a vu dans ta cohorte, il faut faire certains choix pour arriver à être efficace. Puis nous, bien mener à bien, en fait, ce qu'on fait de mieux, qui est souvent d'autres tâches là, pour te concentrer 100%. Sur tes tâches principales. Puis l'autre aspect que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un poste... Tu sais, je vais te donner le parallèle qui me vient en tête, c'est... Tu sais, admettons, tu as un directeur du marketing qui quitte, puis tu as un directeur des finances qui quitte. Dans le pire des scénarios, tu peux passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à ne pas faire de marketing. C'est-à-dire, on va attendre que la nouvelle ressource embarque puis on va recommencer à faire du marketing. Finance. Impossible. Non. Tu peux pas dire, guys, on n'a plus de directeur des finances, fait que on va attendre qu'elle arrive dans 4 à 6 semaines. Fait que d'ici là, pas de paye, pas de rapport de TPS-TVQ, pas de paye. Puis là, ce que ça engendre, si tu dis à ton équipe comptable que le directeur des finances a parti, ben là, ça crée une insécurité dans l'équipe. Là, toutes tes techniciennes comptables vont commencer à s'en aller. Donc là, on se ramasse avec une entreprise qui a un département comptable qui est vide. C'est très mauvais au niveau réputation, marque employeur. Ça parle dans le marché. Hein? Une personne qui est insatisfaite ou qui raconte son expérience, elle va en parler à 9-10 autres personnes. Donc, tout ça peut chambouler énormément une entreprise. Donc, c'est important de faire bien les choses, autant dans les embauches, dans les croissances, de le faire comme il faut aussi, pour que ton équipe elle soit capable de te suivre aussi dans une croissance d'entreprise, que de garder son nom. Mais décortiquons-le un peu de même, là, de dire, bon, là, tu fais recrutement, finance, comptabilité, mais si on le sépare en deux, de dire comment est-ce que ça fonctionne pour une entreprise? C'est une entreprise qui dit, je me cherche un directeur financier. Là, tu sais, je pourrais faire du job boom, du hélico, du tout le kit, mais j'aimerais mieux être accompagné par quelqu'un qui connaît ça. Comment ça fonctionne? C'est quoi les différentes étapes de fonctionnement, de travailler avec un Premièrement, c'est quoi le terme? Ou c'est quoi l'avantage? Ouais, c'est un chasseur de tête? Ben, c'est ça, c'est chasseur de tête. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'étais comme, on dirait que j'hésitais à l'utiliser. Je trouve que ça fait cowboy, tu sais, de dire, OK, c'est pas négatif. Fait que je décide d'engager un chasseur de tête pour pouvoir travailler avec, pour pouvoir trouver un poste de directeur financier. C'est quoi les étapes, le processus? Oui.
100%. Ben, en fait, juste pour te mettre en contexte, toutes les entreprises vont bénéficier de nos services pour différentes raisons, ou ils vont nous contacter pour différentes raisons. On en a qui ont des départements ressources humaines, qui ont déjà des départements de recrutement, mais qui ne connaissent pas nécessairement le marché de la finance-comptabilité, qui ne connaissent pas nécessairement les particularités de la région. Exemple, si tu cherches un technicien comptable à Sherbrooke, ça ne vaut pas la même chose qu'à Montréal. Des fois, tu vas avoir des entreprises qui vont être dans des processus pendant très longtemps avec des candidats, ils vont faire des offres en bas des attentes parce que justement, ils n'ont pas la connaissance du marché. Ça te ruine tout ton processus. Pendant ce temps-là, tu as une chaise vide en entreprise qui te coûte aussi de l'argent. Ce qui crée de l'insécurité dans ton département. Ça peut engendrer, tellement d'inconvénients pour une entreprise. Avec un chasseur de tête, le chasseur de tête, s'il est bon et qu'il a une connaissance approfondie de ton entreprise, de la région, de la finance-comptabilité, il va être capable d'éviter ces problèmes-là. Maintenant, c'est sûr que ça peut arriver d'avoir quelqu'un qu'on va placer en poste, exemple, puis qui ne rentre pas finalement. Ça peut arriver d'avoir certains problèmes comme ça, certains défis. Exemple, ce matin, avant d'arriver ici, j'ai une de mes clientes qui m'a appelée, Clémence, on avait fait une offre à telle candidate, la candidate a laissé tomber ce matin finalement, avant même qu'elle commence en poste. C'est des choses qui peuvent arriver, mais normalement, avec un chasseur de tête, on minimise ce type de situation-là. Puis moi, je suis chanceuse, depuis la création de Pure RH, ça m'est jamais arrivé. C'est la première fois. Alors qu'avant, quand j'étais en grande entreprise, ça nous arrivait souvent. Je voyais beaucoup de collègues. La personne passe l'entrevue, reçoit une offre formelle, accepte l'offre et finalement dit « Ouais, finalement, je pensais à ça, ça me tente plus. » Oui, bien, ça a été un peu plus complexe que ça. En fait, je le résume un peu le brutal. Ça peut être ça. Dans le temps de la COVID, on avait beaucoup de candidats qui laissaient tomber des postes comme ça, là, on the spot. Eux, ils décidaient que c'était fini parce qu'il y avait des offres partout. On était en pénurie de main-d'œuvre. Je l'ai vécu, donc, ça arrivait beaucoup. Puis c'est ce que j'expliquais à ma cliente ce matin. Dans le cas de cette candidate-là, ce matin, qui a laissé tomber le poste, c'était vraiment un concours de circonstances. Elle était sur un contrat et l'entreprise pour laquelle elle travaille actuellement, ils ont eu une démission à l'interne. Donc, elle s'est vue offrir un poste permanent à l'interne. OK, circonstanciel. J'accepte son excuse. Oui, puis c'est ce que j'ai dit à ma cliente. Il faut rester confiante parce que je suis convaincue. C'est une très belle entreprise, très belle offre. C'est vraiment un concours de circonstances. Puis si je n'étais pas confiante de pouvoir aider cette entreprise-là dans ses démarches, je ne poursuivrais pas avec eux. Okay. Parce que quand on n'a pas des belles entreprises ou qu'on a des employeurs qui font toutes sortes de choses qu'on ne va pas leur conseiller ou qui ne suivent pas nos recommandations, clairement, j'arrête de travailler avec ces gens-là. Oui, parce que toi, tu as un enjeu réputationnel à de multiples niveaux. De dire, si tu travailles avec une entreprise puis tu rentres un pingouin dans la place, ben, je veux dire, tu viens de briser la relation. Oui. Mais à l'inverse, si tu te fais engager par une entreprise, puis que là, tu réalises que le climat semble pas optimal, il y a un turnover d'employés qui est très, très important, tu n'as pas envie de placer un candidat là non plus. Oui et non, parce que je suis d'accord avec toi. Je suis partagée par rapport à ça parce que j'ai tendance à penser qu'il y a une chaise pour chaque personne. Okay. Donc, des fois, effectivement, tu vas avoir des entreprises où ils vont avoir beaucoup de roulements. Je ne placerai pas quelqu'un sans avoir eu une bonne discussion avec l'employeur pour leur mentionner, bien, écoutez, si notre objectif, c'est d'arriver justement à stabiliser le département, à stabiliser l'entreprise, bien là, on a une mise en place de certaines recommandations à effectuer. On va aller instaurer du télétravail. Est-ce qu'on est ouvert à l'horaire flexible? Certaines conditions qui vont faire en sorte que les gens vont rester plus longtemps parce qu'ils vont sentir le côté humain, ils vont se sentir valorisés, ils vont avoir envie de se donner pour cette entreprise-là. Des fois, c'est seulement certains critères ou certains avantages qui n'ont pas été mis en place par l'entreprise qui font en sorte que les gens quittent beaucoup. Donc, parfois, pour mon candidat A, qui recherche une grande entreprise avec une structure très bien établie, beaucoup d'avantages, ça ne sera peut-être pas le poste. Mais pour un autre candidat qui, lui, va avoir comme objectif juste d'aller chercher sa première expérience parce qu'il vient d'arriver au Canada. Puis là, c'est ça son objectif, justement, de rentrer un pied dans l'entreprise pour pouvoir structurer un département, aller chercher plus d'expérience. Bien là, pour lui, ça peut être une belle expérience. Donc, fait que chaque candidat, il faut juste que tu trouves la bonne chaise pour ça. Exactement. Il y a une chaise pour chaque personne. Il suffit juste de trouver la bonne. Là tu as dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, puis j'aimerais savoir ton input là-dessus. Tu as parlé de les différentes conditions, les différentes conditions qu'on peut faire dans un affichage de poste ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, mais il y a plusieurs années, tu sais, je veux dire, mettons, je parle dans le temps de mon père, ben c'est pas compliqué, Chris, t'as du lundi au vendredi de 8 à 5, tu travailles au bureau de 8 à 5, tu as un salaire, puis that's it. Puis la majorité des gens, ce qu'ils regardaient, c'est est-ce que le salaire est bon? Oui. Puis, that's about it. Parce que si tu prenais l'entreprise A, B, C, D, E, ben c'était lundi au vendredi 8 à 5 du bureau avec salaire A, B, C, D, E, puis là, tu choisissais. Oui. Mais aujourd'hui, on n'est plus là, mais on n'est plus là pantoute. C'est quoi les
Puis je sais même pas si tu as la réponse. Là. C'est quoi les éléments qui sont le plus importants pour un candidat? Tu sais, moi, tu veux me placer à quelque part, là, puis normalement, si tu avais à deviner, ça va être quoi mes critères les plus importants? Je comprends qu'il y a des différences, mais en grande majorité, là. Oui. C'est quoi les critères les plus importants? Bien, j'ai la réponse de 1. Le critère numéro 1 va rester le salaire. Ouais. Ça, on le voit encore. Critère numéro 2, ça va être la flexibilité d'horaire et le télétravail. Ouais. Je les mets dans la même catégorie parce que souvent, quand une entreprise va offrir le télétravail, elle va offrir aussi l'horaire flexible, ou un ou l'autre. Mais C'est ça, quoi la distinction entre les deux? Télétravail, L'horaire flexible? Télétravail, ça va être vraiment de la maison. Ouais. L'horaire flexible, ça va être sous différentes formes, mais la plupart du temps, ça va être que l'employé va gérer sa charge de travail dans un temps donné, si on veut, en autant qu'elle soit disponible dans les heures raisonnables entre 9h et 3h. Donc, heure d'entrée flexible, heure de sortie flexible. Mais l'employé voit là une certaine confiance de la part de l'employeur. Et puis j'ai une candidate qui m'avait mentionné à un moment donné, Clémence, ce n'est pas nécessairement d'avoir le télétravail dès le début ou d'avoir l'horaire flexible dès le début, mais c'est de savoir qu'ils ont l'ouverture à ce que je le fasse. Juste de savoir ça, tu le sais que j'ai un employeur qui prend en considération mes besoins, qui est humain, qui est assez humain et assez valorisant, si on veut, pour prendre en considération comment moi je me sens. Ça peut être très valorisant, justement, pour un employé de sentir que l'employeur nous offre cette possibilité-là, parce que je dis bien le mot « possibilité ». Puis c'est comme ça que je le présente à mes clients quand ils vont me dire « Ah, moi, le télétravail, là, ça marche pas ici ». Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec certains candidats que c'est comme ça pour tout le monde. Effectivement, il y a des candidats à qui ça ne répond pas bien, le télétravail, et il y en a qui performent 4 fois plus, comme moi, c'était en multinationale. Du moment que j'ai eu un horaire flexible, du télétravail hybride, mes résultats ont quintuplé. Je n'ai jamais eu une mauvaise année en 9 ans. Puis pourtant, écoute, je travaille à partir de la maison, normalement, mais c'est incroyable à quel point il y a certains employés qui vont vraiment bien répondre à ça. Donc, on peut passer à côté de très beaux résultats ou de très belles croissances en se bloquant dès le début. Fait que ça, c'est l'argent, flexibilité et flexibilité et télétravail. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, absolument. Quand j'entends vendredi PM de congé, les gens aiment beaucoup, beaucoup ça. Je te dirais que depuis les 3 dernières années, on voit une tendance qu'on ne voyait pas avant, c'est le 32 heures semaine. Avant, c'était difficile pour nous de recruter quelqu'un. On pourrait dire qu'il est 4 jours, mais si tu es dans un horaire flexible, ton 32 heures, tu pourrais le faire en 5 jours avec des journées qui sont plus petites et tout ça. Oui, 100%. Avant, pendant la COVID et avant, c'était une donnée qui était difficile pour nous, les chasseurs de tête. Donc, on avait de la difficulté à recruter pour des gens qui cherchaient du 4 jours semaine, 32 heures semaine. Depuis la COVID, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire cet horaire-là. Ouais. Que ce soit des jeunes mamans qui aimeraient avoir une transition entre leur congé de maternité et le retour au travail. Des personnes proches de la retraite. J'en ai une hier qui m'a écrit justement, qui est sur un poste à temps plein. Elle cherche finalement quelque chose d'un petit peu plus temps partiel éventuellement. Puis on va chercher un nouveau créneau. Il y a beaucoup de jeunes familles, de gens en général. Même moi, je l'offre à mes employés le 4 jours semaine. Oui, mais c'est ça, je m'en allais dire. C'est que, tu sais, moi, quand j'ai eu l'agence, je pense les 2 ou 3 dernières années, on était à du 4 jours semaine. Moi, c'était du 4 jours semaine payé 5. Oui, fait que c'est son salaire annuel qui était sur du 4 jours. Puis très sincèrement, la productivité était sensiblement la même si elle n'était pas supérieure. Oui, 100%. Puis moi, ce que j'aimais dire, puis là, pourquoi je dis ça, c'est parce que c'était pas nécessairement des jeunes familles ou quoi que ce soit, c'est juste du monde. Parce que, tu sais, un moment donné aussi, c'est une réalité que les employeurs et que moi-même, j'ai eu de la difficulté à comprendre. C'est de dire, moi, c'est ma business. Mais mon employé, là, c'est pas sa business. Tu sais, quand on dit, tu sais, il y a ma business tatouée sur le cœur. Non. Je veux dire, il aime ça, travailler pour ta business. Il aime son travail. Mais l'objectif d'être là, c'est d'avoir une paye pour pouvoir profiter de la vie. Ça reste que c'est ça la réalité. Oui, 100%. Puis moi, ce que j'avais dit, c'est que le vendredi de congé, c'était, moi j'appelais ça une augmentation de salaire renouvelable. Parce qu'à tous les vendredis qui étaient en congé, ben là, ils allaient faire leur épicerie, ils profitaient de leur journée, puis tout le kit. Et il y a des gens dans leur entourage qui disaient « Ah, hey, t'es chanceux, t'es chanceuse d'avoir ton vendredi de congé. » Fait à toutes les scènes, parce que si je te donne 5 000 $ d'augmentation de salaire, là, ben, divisé sur 50 semaines, c'est 100 $. Les impôts, ils passent, c'est 50 $ qui est dans tes poches. Après 3-4 périodes de paye, c'est rentré dans ton budget. Là. Ton 5 000, il est disparu. Mais ton vendredi de congé à toutes les semaines, moi, je trouvais ça fabuleux. Et ce que j'ai dit au départ, qui est toujours vrai, c'est que la productivité n'était pas moins bonne. Là.
ils étaient capables de livrer autant parce que là, ils disent, let's go, on a 4 jours pour faire ce qu'on a à faire parce que vendredi, on est en congé. Puis moi, je termine là-dessus, moi, l'élément, c'est que c'était pas un droit acquis, tu l'as dit tantôt, c'était une récompense, c'était un privilège. Oui, 100%. De dire, tant que la performance est là, tant que les résultats sont là, on va rester à du 4 jours semaine. Puisque moi, ça ne change rien pour moi. La productivité est là, la rentabilité est là, puis tout le kit. Et là, la journée que ça ne fonctionne plus parce qu'exemple, ben là, on va retomber à 5 jours semaine. Fait il y a comme toujours l'espèce d'épée de Damoclès au-dessus de dire on est responsable du 4 jours semaine. C'est pas le boss qui décide ou qui décide pas, c'est nous autres qui décident par notre performance. Fait que cet aspect-là, je trouve intéressant. Puis en donnant cette confiance-là à tes employés, moi, ce que je remarque, malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite, mais elles travaillent tout le vendredi jusqu'à maintenant. Ce n'est pas ce que je souhaite et ce n'est pas une attente de l'entreprise, mais j'ai l'impression qu'elles sentent qu'il y a tellement un beau sentiment de confiance qu'elles ont envie de faire leurs preuves et elles ont envie de me montrer ça, mais je leur ai dit, ce n'est pas attendu. Puis là, je le sais qu'ils vont écouter le podcast en plus aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit, on a vraiment hâte de l'écouter, mais ce n'est pas une attente de l'entreprise. Mais je remarque qu'en offrant un bel avantage comme ça, ils ont envie de se dépasser pour nous puis de nous montrer à quel point c'est une façon un peu de nous remercier. C'est ce que je remarque. Bien, il y a ça, puis il y a le fait que si tu mélanges le 32 heures avec l'horaire flexible, c'est que moi, je pourrais facilement décider de dire, le mercredi après-midi, mon fils, il y a un spectacle, fait que je vais prendre 1 heure ou 2 pour aller au spectacle en informant mon employeur, puis cette 1-2 heures-là, je vais le reprendre le vendredi matin, puis tout le monde est content et tout, fait que ça donne une belle flexibilité. Fait que ça. La question que j'ai par rapport à flexibilité d'horaire, c'est que tu m'as dit que le salaire, c'est le plus important. Je suis d'accord. Mais ma compréhension de la patente, c'est que le salaire est moins... L'écart entre le salaire et la qualité de vie ou la flexibilité est probablement moins importante qu'avant. Ce que je veux dire par 100%. là, c'est quelqu'un qui me donne 100 000 lundi au vendredi 8 à 5 ou 90 000 horaire flexible. Les gens vont avoir tendance à pencher vers le 90 horaire flexible? Je te dirais que oui, mais comme tu dis, moins qu'avant. Parce qu'effectivement, juste avant de rentrer ici, tantôt, j'avais un appel téléphonique dans l'auto et j'avais une candidate qui était prête justement à baisser un petit peu son salaire pour accepter des meilleures conditions. Ou pas baisser beaucoup, rester au même... Parce que souvent, quand ils vont vouloir changer de poste, en fait, ils vont aimer ça avoir une petite augmentation. Hein? On ne change jamais pour moins. On change rarement pour la même chose. On va changer pour un petit peu mieux ou pour améliorer nos conditions. Puis c'est légitime de le faire 100% pour améliorer sa qualité de vie, ses conditions de vie. Donc, ce que je remarque, c'est que maintenant, s'ils sont prêts à faire certains compromis, c'est de rester au même salaire, mais d'avoir plus de flexibilité. Okay. C'est rare qu'ils vont être prêts à baisser de salaire versus ce qu'ils ont, parce qu'à un moment donné, je me fais souvent dire, je ne veux pas changer 4,25 sous pour une pièce. Je me fais souvent dire cette expression-là, c'est drôle. Mais ils vont être capables d'accepter un petit peu plus la flexibilité au niveau des conditions pour rester au même salaire. Fait que ça veut dire que les entreprises en ce moment qui continuent de penser en termes de salaire, ils vont pas piquer du nez, mais inévitablement, ils vont perdre des candidats parce que si ton seul atout, c'est de dire « je te donne un bon salaire », il y en a qui vont driver, mais j'aurais tendance à dire que la problématique qui va avec ça, c'est que si tu veux attirer le monde avec le salaire, ils vont venir pour le salaire, puis ils vont partir pour le salaire. Oui, puis eux, ça va les bloquer dans le marché après, ces candidats-là. Parce que, tu vois, tu as certains candidats qui vont sortir de certaines grandes entreprises que j'ai en tête, que je nommerai pas, mais qui ont été habitués à un salaire tellement trop élevé parce que c'est des grandes entreprises. Puis l'entreprise fait exprès, je pense. Wow, okay. J'en ai une en tête. C'est qui? Ben non, je peux pas dire ça. Je te le dirai à toi après le podcast. Mais ça fait en sorte que ça bloque les candidats après, puis ils le savent, ils s'en rendent compte. Quand ils m'approchent pour avoir des meilleures conditions au niveau, soit se rapprocher de la maison, flexibilité, télétravail, ils me le disent que, je sais, Clémence, mon salaire est un peu trop élevé. Ils sont en haut du marché. Donc, c'est très difficile après de les placer au même salaire. Parce que, comme tu dis, ils veulent changer pour mieux. Au niveau des conditions, de la flexibilité. Toute la quête. Mais là, tu travailles pour une société d'État, tu fais 180 000 par année, puis là, finalement, tu essaies de trouver un autre poste, puis ils disent, nous autres, le marché, c'est à peu près 125 000. Puis là, tu es comme, je comprends que j'ai du 4 jours semaine, mais je perds quand même 55 000 dans l'histoire. Ouais. Fait que tu dis que la stratégie serait, je vais te donner un gros salaire pour pouvoir te garder, mais. Fort probablement. J'ai l'impression, je vois pas d'autres motifs que ça. Puis j'ai cette entreprise-là en tête. Mais comme tu disais tantôt, je trouve que l'écart entre les conditions et le salaire est moins important qu'avant. Dans le sens où il y a beaucoup de candidats qui, effectivement, vont être capables de faire certains compromis pour pas nécessairement augmenter leur salaire, mais avoir des meilleures conditions de télétravail, flexibilité. Ça, définitivement. Ça, tu le ressens dans le marché de dire que
on est dans un mouvement de travailler pour travailler. Là. C'est de dire, moi, il faut que mon travail soit un complément à ma vie et me permette de m'épanouir de mon autre côté. On n'est plus dans le mode baby boomer, là, 60 heures semaine. Puis, mais je trouve ça super intéressant. Moi, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, je pense que c'est un bel éveil de l'employabilité, de dire, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, ta job, oui, je comprends que tu en as besoin, mais tu peux avoir du fun dans ta job en même temps puis d'avoir une qualité de vie. Je connais plus d'employés qui travaillent pour des entreprises qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup qui m'est demandé. Les employés veulent de plus en plus travailler pour une entreprise qui correspond à leurs valeurs. Ou ils vont quitter, ça va être un des motifs de départ. Souvent, je vais avoir l'entreprise ne correspond plus à ma valeur. Ben, c'est drôle parce que j'avais reçu Pierre-Luc Bordelot sur le podcast, puis lui, il parlait beaucoup de culture d'entreprise, puis toute la quête, puis il disait qu'une question d'entrevue qui me faisait vraiment rire, puis j'aimerais ça que tu bandes là-dessus. Il disait quand quelqu'un quittait une job, puis que là, il passait une nouvelle entrevue, il posait la question « À cause de qui t'es parti? » Pas pourquoi t'es parti, à cause de qui, parce qu'il disait que je pense que c'est 75% des gens qui quittent, c'est à cause de quelqu'un, que ce soit un patron, un collègue, un client ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une réalité que ouais? Ah oui, on le voit énormément. Mon Dieu, j'ai une candidate en tête qui se faisait crier c'est après qui? par sa... Non, je ne nommerai pas de nom encore. Je l'ai placée dans une belle compagnie. On va faire un épisode spécial où est-ce qu'on va citer tous les noms. Mais oui, 100%, ça arrive toutes les semaines, je te dirais. Là. Pas tous les jours, ça m'arrive toutes les semaines. J'ai beaucoup de gens qui vont quitter justement pour un mauvais climat, pour des personnes toxiques à l'interne qui ne sont pas remplacées nécessairement par la direction. Puis ça, c'est un peu un fléau parce que pour une personne toxique que tu veux garder dans ton entreprise, tu vas en avoir 2 ou 3 bienveillantes qui vont vouloir quitter. Puis là, c'est une roue sans fin, ça. Parce que quand ces personnes-là quittent, puis que finalement la direction se décide à mettre à pied cette personne-là qui causait beaucoup de tort à l'entreprise, bien, on a tout un département comptable à reconstruire par la suite. Donc, imagine les coûts pour une entreprise. Puis ça, c'est une erreur que je vois fréquemment. Fait que là l'exemple que tu donnes, ça mettons directeur financier toxique qui fait chier son staff. Là, tu as 2 techniciennes comptables qui partent. Oui. Puis là, finalement, l'organisation fait « Oh shit, finalement, le directeur financier et le directeur comptable, il est peut-être toxique parce que l'on a perdu 2 employés, fait qu'on va le mettre dehors. » Oui, fait que là, on se ramasse à tout reconstruire de A à Z, en fait. Absolument. Oui. Puis je trouve ça quand même drôle parce que quand tu regardes ça de façon très, très objective, c'est de dire l'argent, tu sais, qui est comme la raison principale pour laquelle on travaille. Tu sais, tu as mis que c'était un élément qui est important. Oui, tu sais, il faut travailler. Mais la flexibilité est super importante. Puis la raison pour laquelle les gens y partent, c'est pas à cause de l'argent. C'est à cause du climat. Fait que tu sais, il y a quand même une réflexion importante à faire pour les entreprises de dire, quand tu fais du recrutement, ben assure-toi de faire les bonnes actions puis de cibler les bonnes personnes avec les bons outils. Parce que si tu fais juste dire, voici la paye, that's it, puis que tu as un climat toxique, puis que tu as une rigidité, je veux dire, tu ne réussiras pas à avoir personne. Là. Ça va être puis tu as un bon point, Marco, ça va être un amas de plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'une personne va quitter ou qu'une personne va rester aussi. J'ai une entreprise à Sherbrooke, par exemple, où j'avais eu plusieurs placements dans l'équipe de comptabilité. Clairement, leur salaire était en bas du marché, je me rappelle, mais j'allais chercher toujours un même type de personne pour placer dans cette équipe-là parce qu'il y avait une super belle culture d'entreprise. Il y avait du télétravail hybride. Donc, je savais tout de suite quand quelqu'un me parlait j'aime que l'entreprise corresponde à mes valeurs. J'aime avoir une certaine flexibilité pour avoir un bon rapport vie privée, vie professionnelle. Bien, je savais tout de suite quel type de clientèle j'allais placer, quel type d'employé j'allais placer là-bas. Même si le salaire était en bas du marché, elles étaient prêtes à faire ce compromis-là. Donc, c'est un tout, mais je te dirais que les gens vont rarement quitter juste pour une raison. Tu vas avoir souvent plusieurs motifs. Et quand je vois un candidat qui va me dire « je quitte seulement pour la raison monétaire », souvent, je ne vais pas la représenter. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que je ne serai pas capable de minimiser son risque. Ça va être souvent là, ce type d'employé-là qui va quitter après avoir reçu une offre. Ça ne sera jamais suffisant pour cette personne-là. Si parce que lui, dans le fond, il quitte pour l'argent, il va aller chercher un autre job pour l'argent qu'il va quitter pour l'argent. Oui. Fait que t'as un enjeu éthique et réputationnel là-dedans. Oui. Et... puis dans le fond, ce que je trouve le fun, c'est que tu réponds à ma question en disant une chasseur, on dit chasseur ou chasseuse? Chasseresse? Une chasseuse de tête. Okay. Une chasseresse de tête. Une chasseuse de tête
Dans le fond, elle connaît tout ce marché-là, elle connaît toutes ces réalités-là. Puis toi, dans le fond, tu t'adonnes à avoir plusieurs clients qui sont des entreprises qui ont un pool de postes disponibles. Et là, toi, c'est de dire, oh, j'ai cette candidate-là. Et là, quand tu regardes selon la connaissance de toutes les entreprises du marché, de la réalité de l'employé potentiel et tout, tu es comme, oh, c'est un fit avec entreprise A. Oui, ça, c'est les bons chasseurs de tête qui vont être capables de vraiment cibler les bons profils. Tu as beaucoup de chasseurs de tête. Puis on l'a vu dans les dernières années. Là, c'est un peu comme le marché immobilier l'année passée où on a eu beaucoup de courtiers suite à la COVID là, qui se sont lancés. Ça a fait un peu la même chose là, au niveau de la chasse de tête. Dans la dernière année, on a beaucoup de chasseurs de tête qui sont arrivés sur le marché. Ce n'est pas parce que tu es un chasseur de tête que ça veut dire que tu es un bon chasseur de tête, hein, comme dans tous les métiers. Absolument. Moi, je pense que ce qui fait vraiment ton succès dans ce domaine-là, c'est le fait d'être ciblé, d'avoir une connaissance précise d'un certain domaine, mais d'avoir encore plus une connaissance approfondie des entreprises. Parce que si tu ne fais que du recrutement, que afficher un poste pour une entreprise, tu ne seras jamais capable d'anticiper les besoins de l'entreprise. Tu vas être capable de réagir à un besoin, mais tu ne seras pas capable d'être proactif puis de savoir, eux, leur pic de saison, c'est au printemps. Ils sont dans une transition de logiciel comptable. Il y a une croissance qui s'en vient. Donc, je le sais qu'il va y avoir des belles embauches à ce niveau-là pendant ce moment-là. Donc, c'est toutes des réflexions qu'on peut avoir quand on a une connaissance approfondie de l'entreprise et qu'on connaît les rouages de l'entreprise, que tu sais comment ça marche une business. Ben, puis je trouve ça le fun parce que l'exemple concret que tu as donné tantôt, c'est de dire, tu connais une entreprise de Sherbrooke qui offre un salaire moindre du marché, mais qui a une culture d'entreprise qui est vraiment le fun et tout ça. Fait qu'un chasseur de tête qui va au volume, lui, il n'est même pas intéressé par celle-là parce qu'il est comme, non, eux autres, oublie ça, ils ne payent pas assez puis tout le kit. Toi, connaissant l'entreprise, c'est de dire, OK, oui, peut-être que le salaire est en dessous. Cependant, tu vas y gagner ça, et tu trouves le bon candidat qui va avec. Oui, 100%. Puis, tu sais, cette entreprise-là, je suis devenue très proche d'eux. Et quand ce directeur des finances-là a perdu son poste l'année dernière, il m'a approché après pour être mon candidat et que moi, je le place ailleurs dans une autre entreprise. Ou après ça, moi, je vais aller l'aider, ce candidat-là, qui devient un client. Donc, il y a toute une certaine... Ben, c'est là, t'as-tu vu, puis là, t'as-tu vu, tu m'amènes à mon deuxième point qui était, là, tu représentes des entreprises, mais tu représentes aussi des individus. Puis là, tu viens de donner un exemple, de dire que moi, je suis un directeur comptable, je suis au sein d'une entreprise, je ne suis pas heureux et tout ça. Et là, moi, je peux te contacter pour dire, oui. Clémence, son d'ici. C'est pas rare que ça m'arrive, en fait, un directeur des finances qui va me donner un mandat dans son équipe pour recruter un technicien comptable, un contrôleur ou autre, et que lui, plus tard, éventuellement, peut aussi me contacter, mais à titre de candidat. Puis ça, il n'y a aucun conflit d'intérêt. J'ai le droit de l'aider comme individu à se trouver un emploi qui correspond mieux à ses valeurs et dans lequel il va être mieux pour la suite des choses, tout en l'ayant aidé pour placer des gens dans son équipe aussi. Parce que lui, comme personne, il a le droit aussi d'être plus heureux puis de vouloir pouvoir quitter. Puis au niveau de la rémunération, dans le fond, toi, c'est les entreprises qui t'engagent, qui te donnent une rémunération lorsqu'ils ont un candidat de placé. Exact. Lorsqu'on fait un placement, en fait, lorsqu'on place un candidat dans le poste, que le poste est comblé, au même titre que quand tu demandes un service, que ce soit un peintre pour peinturer chez toi, un avocat pour des conseils juridiques, ben, ils sont rémunérés. Là, puis est-ce qu'il y a des conditions du fait, est-ce que, tu sais, genre, tu places quelqu'un, est-ce que tu es rémunéré maintenant ou il y a une période de latence de dire, tu sais, il faut qu'il reste 3 mois ou il y a tu sais, j'essaie juste de décortiquer un peu, puis je veux pas non plus qu'on tombe dans ton offre de service, mais juste pour, s'il y a des auditeurs, auditrices qui sont comme Crime, j'aimerais ça faire affaire, c'est, toi, tu as un montant qui est fixé, puis quand le candidat y est placé, il t'est rémunéré, mais si le candidat, il part 2 jours après? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine flexibilité. Moi, ce que je veux, c'est vraiment toujours offrir des placements qui rendent l'employeur heureux, qui rendent l'entreprise heureuse. On a dit tantôt, on parlait de repeat business. Mon intention, ça ne sera jamais de placer quelqu'un dans le poste qui va quitter après 2 jours. Sinon, soit de 1, j'ai mal fait mon travail, ou de 2, c'est un concours de circonstances qui peut arriver, même si on essaie de minimiser les risques. Par contre, si un candidat quitte après 2 jours, c'est certain que la facture, à ce moment-là, même si le travail a été fait, je ne vais pas la demander à mon client. Je vais recommencer les recherches.
recherche. J'offre cette possibilité-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette flexibilité-là. Moi, c'est mon entreprise. C'est sûr que je peux l'offrir. Puis c'est important pour moi. Je l'ai toujours fait avant aussi. Je fonctionnais de cette façon-là. Je me mets à la place. Dans le fond, t'aurais dit, OK, c'est bon, on a fait le mandat, je l'ai placé, il est parti après 3 jours. Ben regarde, on recommence le processus. Puis dans le fond, j'annule on recommence. on recommence le processus. Puis okay. Là, c'est sûr que quand un client m'appelle après 3 mois et demi, 4 mois, puis que la garantie est passée, quand ça fait quelques jours, je vais montrer une certaine flexibilité. Mais à un moment donné, quand ça fait 4 mois, je veux pas d'abus non plus. Il faut savoir se faire respecter. Ça fait partie de la réalité. Là, tu places quelqu'un, puis la personne elle reste là 3-4 mois, puis après 3-4 mois, elle dit « Ah, j'ai une meilleure opportunité » ou « Ça ne fait pas » ou quoi que ce soit. Comme n'importe qui engage. Tu sais, si moi, j'engageais un employé pour moi, puis après 3-4 mois, il ne fait pas la job, je veux dire... Ben, je l'ai déjà vu. J'ai déjà des entreprises qui... tout a très, très bien été pendant 3 mois et demi. Ah, la période des impôts est terminée. Ah, malheureusement, ça ne convient plus avec le candidat. Mais dans le fond, finalement, il y avait juste besoin d'un aide pour la période des impôts. Puis une fois qu'on était mi-avril, la personne... Donc, on fly, puis là, on dit, ça marche plus, tu veux-tu m'en retrouver un autre ou tu veux-tu t'as-tu une garantie? Ouais. S'il n'y a pas de remplacement, tout de suite, tu sais que c'était dans le fond pour un besoin ponctuel, finalement, tu sais. Mais à la base, il aurait pu juste faire un affichage de poste pour un poste ponctuel, puis il y aurait eu des candidats. C'est plus difficile à trouver quand c'est un poste temporaire. Ben oui, parce que surtout dans un marché de plein emploi, les gens vont rarement quitter leur poste permanent avec des bonnes conditions pour aller dans un contrat temporaire. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif à valeur ajoutée pour eux pour faire ça. Mais là, t'as-tu vu, c'est quelque chose que tu viens de dire. On est dans un marché de plein emploi. Là, on est là. Puis moi, ça m'a interpellé beaucoup parce que, tu sais, moi, j'ai un gars de 19 ans. Il a fini l'école, tout le kit. Puis j'écoutais récemment aux nouvelles, je disais aux nouvelles comme quoi qui disait que le taux de chômage chez les 18 à 24 ans était rendu à 15 %. On se situe où par rapport à ça? Là, tu dis plein emploi, mais c'est quoi les impacts, les avantages, les désavantages, les contraintes d'être dans un marché de plein emploi? Bien, en fait, le marché actuellement a vécu des gros changements dans les dernières années. Donc, on a eu vraiment là, le contexte favorable aux employés à la COVID, après la COVID. Là, on a vu vraiment un revirement de situation. Je te dirais, vers Montréal et alentour, ça a été à partir de 2023 que ça a changé. Moi, en Estrie, je l'ai vu seulement à partir de l'année passée. Okay. Donc, ça n'avait pas rejoint encore l'Estrie autant. Parce que moi, je ne le ressentais pas dans mes mandats, dans mes placements. Là, je le vois de plus en plus. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, aussi avec ce qui se passe avec les États-Unis. On fait des gels d'embauche. Donc, on a un marché où on a moins de création de postes, beaucoup moins de création de postes. On a beaucoup de remplacements et on a beaucoup de candidats qui ont perdu leurs emplois, ce qui fait qu'il y a beaucoup de candidats qui sont sur le marché. J'ai une candidate hier qui m'appelle, elle me dit « Clémence, j'ai besoin d'être assurée. Pourquoi je ne suis jamais prise aux entrevues? » Je dis « Écoute, tu as une super belle candidature. Si je continue à t'envoyer, c'est que je suis super confiante, mais tu as plus de compétition en entrevue maintenant. C'est normal. Au lieu d'avoir un candidat par poste, il y en a peut-être 5-10 qui appliquent sur le poste. Donc, c'est sûr. Dans le temps du plein emploi, c'est de dire... pas du plein emploi, mais dans le temps là, qui est en pénurie de main-d'œuvre, c'est de dire t'as-tu 2 bras, 2 jambes, t'es-tu capable de travailler, let's go, je t'embauche. Puis moi, je niaisais avec ça, je disais, on était dans un bout de dire t'as-tu 2 bras, 2 jambes, oui, t'as-tu un casier judiciaire, t'es comme oui, il est-tu si grave que ça? C'est comme non, il est pas super. OK, c'est bon, on va te prendre pareil, tu sais. C'est drôle ce que tu dis, c'était vraiment ça il y a quelques années, Marco, puis ça a tellement changé. Ben oui. Là, on est dans un marché qui est vraiment drôle, que j'aurais de la misère à qualifier, là, un marché hésitant où l'employeur et l'employé tirent la couverte de son côté. On a les entreprises qui font le retour au bureau avec le télétravail. Très mauvaise stratégie, selon moi, actuellement. Je suis d'accord. Parce que tous les employés continuent de le demander dans les processus. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu fois 1000 là, avec l'agence. Là. J'ai eu, mes employés ont été en télétravail de 2021 à 2023. Puis après ça, quand la COVID a terminé puis que je leur ai dit « Let's go, on revient au bureau », ça a été une levée de bouclier. Là. Ils ont fait « Non, on revient pas au bureau ». Fait que là, on a fait un hybride du 2 jours semaine, tout le kit. Puis là, moi, c'était la pertinence de garder mon local pour juste 2 jours par semaine pour avoir tout ça. Mais je ne comprends pas comment une entreprise peut arriver de dire « Ah oui, je pense que c'est une bonne idée de retomber sur du 5 jours par semaine au bureau » quand les gens se sont habitués et adorent, pour la grande majorité, bien évidemment, le télétravail, puis le fait d'avoir une flexibilité d'horaire, puis tout le kit. Fait que là, tu dis que d'un côté, il y a les boss qui commencent à resserrer, puis ils peuvent se permettre de resserrer un peu parce que ils recommencent. Puis de l'autre côté, ben, t'as les employés qui ont eu des conditions extrêmement favorables dans les dernières années, qui se sont habitués à ça,
qui, là, aujourd'hui, sont obligés de mettre un peu... Ils tiennent mordicus, mais ils doivent... C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que je dois voir avec eux toujours. Est-ce que tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin? Dans le sens où, là, si ça fait quelques mois, c'est à toi de voir est-ce que tu y tiens mordicus, puis on garde ce critère-là en priorité, ou là, tu as envie de travailler, puis là, tu le vois que le marché est un petit peu plus difficile, donc tu as certains compromis à faire. Puis oui, je le vois, les gens sont un petit peu plus flexibles, mais ça dépend des personnes. Fait que là, on est dans une... Là, on recommence à tomber dans un contexte de 4,30 sous pour 3,30 sous. Ça dépend si tu es en poste ou non. Cet employé-là n'est pas en poste. Donc là, elle voit que quand je l'ai placé il y a plusieurs années, c'était un autre marché. Là, elle commence à voir que c'est plus compliqué de se trouver quelque chose. Donc là, le 35 heures qu'elle me demandait au début, là, hier, j'ai eu une conversation avec elle. Je disais, est-ce que tu es prête à accepter le 37,5, 40 heures? Parce que si on garde un 35 heures comme priorité, ça va être plus difficile à trouver. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui sont prêts à faire ces compromis-là. Il y en a qui tiennent mordicus à certains critères puis qui vont attendre longtemps. Ça dépend de leur situation. C'est fou parce que je commence à voir le full circle de tout ça. Puis, tu sais, j'en parlais avec mes enfants. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 1900, je trouve tout le temps ça drôle de dire ça. Tu sais, quand j'avais 16, 17, 18, 19 puis que je me cherchais un emploi, on était dans une période où est-ce que c'était vraiment, il y avait du plein emploi. Là. Oui. Des postes, il n'y en avait pas de disponibles. Fait que là, tu faisais imprimer des dizaines et des dizaines de CV. Puis là, tu allais faire le tour de toutes les places, puis tu laissais ton CV, puis tu espérais qu'il t'appelait. Puis peu importe qui t'appelait, tu prenais un job. Là. Moi, je lavais des planchers dans une fruiterie, là, puis j'étais bien content. T'sais. Mon gars, quand il est tombé sur le marché du travail pendant la COVID, là, lui, il était puis c'était encore une fois, c'était Pierre-Luc Bordelot qui avait dit ça, puis je trouvais ça super intéressant. Il a fait la comparaison entre un club vidéo et Netflix. Dans le temps, le club vidéo, t'allais au club vidéo, puis peut-être, toi, tu as connu les clubs vidéo à peine vers la fin. Tu sais, t'arrivais, puis là, il y avait des films, puis le film, il est en arrière de la pochette. S'il est là, on le prend. S'il est pas là, on le prend pas. C'est un peu ça, le marché de l'emploi. C'est-à-dire, tu y vas, puis tu prends ce qu'il y avait disponible dans le temps. La génération pendant la COVID, c'était Netflix. Choisis le film que tu veux. Il y en a des milliers disponibles. Tu as commencé à l'écouter, il ne te tente pas. Switch, puis tu vas aller en chercher un autre. Tu sais, c'était ça l'emploi. Tu pouvais commencer une job, puis après 3 mois, tu te faisais approcher par quelqu'un qui te donnait 25% de plus, puis tu partais. Là, on recommence à tomber dans le mode club vidéo. On va l'appeler comme ça, là, tu sais. Puis je sais pas jusqu'à quel point que... Tu sais, puis je veux dire, c'est une réalité. Je sais pas jusqu'à quel point c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Pour les employeurs, peut-être. Mais pour les employés, je veux dire, le coût de la vie augmente de plus en plus. Puis là, on commence à se contracter un peu. Mais là, comment un candidat qui est dans cette situation-là peut optimiser ses chances de se placer? On pourrait, tu sais, je te poserais la question comme ça. Là. Moi, je suis pas capable de me trouver une job, tout le kit. Là. Comment est-ce que je peux augmenter mes chances? Tu vas me dire, il faut faire qu'une chasseresse de tête. Je vais dire, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a des points? Tu sais, tantôt, tu as dit le 35 heures, 37 heures et demie, 40 heures. Donc, plus on est vers le 37,5 puis le 40, plus on est un candidat qui peut être intéressant pour un poste? Oui, parce que les employeurs, c'est pas tout le monde qui offre le 35 heures semaine. Je pense que c'est une question d'être flexible sur certains critères. Hein. Quand tu vois que le marché n'est plus nécessairement favorable aux candidats, aux employés, je pense que c'est une question de compromis. De maximiser ses chances aussi, quand tu es prêt à avoir un nouveau poste, c'est pas à ce moment-là que tu dois contacter la personne ou contacter un chasseur de tête. C'est un peu avant. Puis c'est la discussion que j'avais avec ma candidate hier qui me disait, est-ce que je dois finir mes études, Clémence, avant qu'on se reparle? Je dis non, parce que là, tu le vois que le marché est plus difficile. Donc, moi, de savoir que tu es ouverte au marché, fais tes études, puis dès que j'ai un poste qui correspond à tes critères, à ce moment-là, je t'appelle. Parce que c'est pas au moment où tu cherches un poste qu'il va être disponible selon tes critères, surtout si tu cherches 35 heures semaine, temps de télétravail hybride. Elle a une demande salariale un petit peu plus élevée que la normale, donc ça crée une certaine difficulté à trouver quelque chose, puis c'est normal. Elle a été habituée à un salaire un petit peu plus élevé que le marché. Donc, c'est toujours d'y aller un petit peu avant tes recherches, parce que les processus d'emploi, puis ça dépend toujours quel type de poste. Quand on parle de la comptabilité opérationnelle, ça va prendre 2-3 semaines. Il faut que tu aies l'offre, il faut que tu te rendes en entrevue selon les disponibilités de l'employeur, selon les disponibilités de l'employé. Après ça, eux, ils prennent une décision. Il y a une offre qui se fait. Elle, si elle est en poste, elle doit laisser 2 semaines de préavis. Donc, il y a tout comme 2-3 semaines là, qui s'enclenchent. Puis même, je trouve que 2-3 semaines, c'est que tout c'est bien emboîté. Et tout ça, là, ça peut facilement prendre 4, 5, 6 semaines. Moi, je me souviens que quand je faisais mes processus d'embauche, c'était ça. Si on avait un affichage de poste pendant à peu près 2 semaines, là, tu as comme 2 semaines d'entrevue. Là, fait que là, il y a un mois. Oui. Puis là, à partir du moment qu'il y a un mois,
on affiche, on fait une offre, la personne peut prendre quelques jours pour nous répondre, 2 semaines de préavis. Fait que, ça peut prendre facilement 6 semaines. Fait que, d'où l'importance de dire que si tu finis l'école dans 3 mois, tu peux faire ta recherche tout de suite parce que si tu trouves qu'il y a un poste qui t'intéresse dans 6 semaines, ça va fitter à peu près. Puis rendu là, si tu as trouvé le bon candidat puis qui dit je finis l'école dans 3 semaines, et 100%, l'employeur va attendre. Pour le bon candidat, ben oui, 100%. Exact. Quand on parle des entrevues, là, on parle de télétravail et tout le kit, les entrevues en virtuel, t'en penses quoi? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est au même titre que la plupart des candidats vont aimer le télétravail. L'entrevue virtuelle, je pense que c'est bien, mais j'ai des moins bonnes retombées avec les entrevues virtuelles, dans le sens où souvent, ça va moins cliquer en virtuel qu'en personne, de part et d'autre. Les employeurs peuvent me dire « je sais pas, je suis pas sûre de la vibe de la personne », mais ce qu'elle aurait pu mieux juger en personne, de un. Et pour l'employé, de se déplacer, de voir les bureaux, de voir l'équipe aussi, c'est toujours très gagnant en entrevue. Donc moi, je vais plus recommander les entrevues en personne, effectivement. Mais parfois, si la personne ne peut pas se déplacer, comme j'en ai une l'autre jour qui voulait déménager à Sherbrooke, là, à ce moment-là, j'ai fait faire son entrevue en virtuel. Donc, ça peut accommoder, mais ce n'est pas mon premier réflexe de recommander l'entrevue virtuelle. Plusieurs entrevues. Est-ce que moi, faire une première entrevue de qualification, si tu veux, en virtuel, voir y a-tu un fit, on a une couple de questions, puis si jamais on passe à la prochaine étape, on le fait en personne? Oui, ça, 100%, c'est vraiment ma recommandation, toujours. Okay, parfait. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps en personne, dans le sens où, si tu fais 5 entrevues en personne, c'est quand même 5 heures de ton temps à donner. Fait que, ça c'est drôle, là, parce que là, une entrevue, normalement, devrait durer... Une bonne entrevue, une heure? Bonne entrevue ou mauvaise, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une bonne entrevue, comme on parlait tout à l'heure, quand j'ai un candidat qui me dit « Écoute, l'entrevue a duré 20 minutes », soit que je me dis « Wow, ça a vraiment pas passé, puis t'es vraiment out, mais on le sait pas encore », ou l'inverse, complètement, ça a cliqué, puis ils savent que c'est toi qui va de l'avant avec eux. Donc, on a vraiment les deux extrêmes. Mais généralement... Ça nous aide pas, parce que le monde se dit « J'ai une entrevue de 20 minutes, c'est soit très bon ou très mauvais. » Normalement, tu le sais, là. Normalement, je le sais en posant 2 questions à mes employés. Si en entrevue, si l'employeur a abordé la question quelles sont tes attentes salariales en entrevue, tu ne demandes pas ça à un candidat pour qui tu n'es pas intéressé, généralement. 100%. Ça ne sera pas la première question que tu vas demander. Ça va être suite à l'entrevue que tu vas poser cette question-là et à quelle date tu serais disponible pour débuter. Généralement, quand que mes employés me disent qu'ils ont eu ces 2 questions-là. Quand tu dis tes employés, tu veux dire tes... Excuse-moi, je veux dire pas mes employés. Quand mes candidats me disent que c'est à l'entrevue... Tu prends ça à cœur. Oui, vraiment. Quand on est impliqués dans les processus, beaucoup. Quand tes candidats se font dire c'est quoi tes attentes salariales et quelle est la date que tu pourrais commencer, là, c'est de dire il y a quand même un engagement. On le sent là, que c'est positif, même si on n'a pas encore parlé à l'employeur. C'est rare qu'ils vont poser cette question-là puis que ça ne sera pas cette candidate-là qui va être choisie. En pré-entrevue, on a arrêté d'en parler parce que je voulais le raconter pendant le podcast. T'sais. Début vingtaine, on était en marché, on était en position où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois et tout le kit. Puis moi, je voulais une job de représentant des ventes. Et j'ai réussi à avoir une entrevue pour une agence d'impartition à Montréal, dans le coin des Galeries d'Anjou. Fait que je m'en vais là-bas. J'attends pour l'entrevue et tout ça. Je rentre. Ils sont 2 gars pour me passer en entrevue. L'entrevue a duré à peu près 15-20 minutes. Là. Top, là. L'entrevue a mal commencé. Il me pose une première question. J'ai bégayé, puis tout le kit. Puis là, je suis parti dans mon lot, puis tout. Et je te confirme qu'après le 20 minutes, ils m'ont pas demandé mes attentes salariales, puis ils m'ont pas demandé ma date que je peux commencer. Fait que je pars de l'entrevue, j'embarque dans mon char, puis je suis comme, je peux pas croire que je viens de moffer une entrevue de même. Puis je veux dire, je suis un gars qui est très, très verbomoteur, j'ai de la répartie, puis tout le kit. Je me suis planté. J'embarque dans le tunnel et je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai raté ça. Je les ai rappelés. J'ai rappelé, puis j'ai parlé avec le gars, puis il était 2. Et là, je dis, sincèrement, je veux juste te dire, je suis pas satisfait de l'entrevue. Là, il est comme, ah? C'est challengeant, j'aime ça. Ouais, fait que là, je dis, tu sais, honnêtement, je sais que je peux faire vraiment mieux que ça. Là. Je me suis vraiment planté. Vraiment planté. J'aimerais ça d'en avoir une deuxième. Wow, super. Fait que là, je pose la question. Parce que moi, je partais avec le principe de dire, je n'ai pas la job. Là. C'est sûr et certain que je n'ai pas la job. Fait que si je les appelle et je leur demande, le pire qui va arriver, ils vont me dire non. Fait qu'on est au même stade. Et là, il me dit, attends-moi 30 secondes. Là, j'entends qu'il met son téléphone comme sur son épaule et tout ça, puis il parle à l'autre monsieur. Puis il dit, tu pourrais être là dans combien de temps?
J'ai dit, je sors du tunnel, je vais d'abord, puis je m'en viens, je suis là dans 20 minutes. Il est comme parfait, on t'attend. J'ai viré de bord, je suis retourné, j'ai eu la job par la suite. Je suis fière de toi, c'est une histoire à succès. Ouais, mais c'était vraiment. Mais tu sais, de dire, j'ai planté mon entrevue, puis moi, c'était vraiment dans le fait de dire, je m'en crisse. Je veux dire, je vais rappeler, puis au pire, il va me dire non. Mais je le savais pertinemment, là. À la fin de l'entrevue, j'étais comme. Ben, il a aimé ton gut de les rappeler, d'être honnête, je pense, d'être transparent, puis de montrer que tu le voulais, parce que ça montre une certaine motivation. Ben oui, 100%. Ça, je trouve ça magnifique, sérieusement. Puis moi, je le suggère toujours, parce que ça peut arriver, c'est pas tout le monde qui est bon pour se vendre. Non, T'en as qui absolument. sont super bons côté technique, mais que pour se vendre, là, malheureusement, ils sont pas là. Puis ça veut pas dire que ça fera pas un bon comptable ou que ça fera pas un bon directeur des ventes, mais des fois, ça peut être un moment de stress. Puis ça m'est arrivé avec une candidate la semaine passée. Elle m'a dit, Clémence, j'aurais dû répondre autrement. Puis je l'ai fait valoir, ce point-là, à ma cliente. Parce que pour moi, c'est important. Des fois, tu n'es pas dans un bon moment. Des fois, tu es nerveuse parce que c'est un poste que tu veux plus qu'un autre. Ça peut arriver. Oui, puis c'est drôle parce que je pense à ça aussi. Tu sais, dans le cas de mon entrevue, fine, c'est une entrevue pour être représentant des ventes. Fait qu'inévitablement, quelle est ta façon de t'exprimer, ta répartie, puis es-tu capable de négocier, puis t'es-tu ci, puis t'es-tu ça. Puis j'ai démontré une certaine vigueur de dire que j'ai pas eu le deal, parce qu'en réalité, c'était ça. C'était une entrevue que j'ai pas eue, mais j'ai pas pris le non, puis j'ai insisté. Ça l'a joué en ma faveur. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Tu rencontres une technicienne comptable qui va faire ta conciliation bancaire puis tes rapports de TPS, TVQ, puis tu lui dis quelle est ta plus grande qualité, quelle est ta plus grande force, puis tout le kit. Ça se peut que la madame ne soit pas à l'aise dans ce genre de réponse-là parce qu'elle, sa job, c'est de faire des fichiers Excel, puis elle est vraiment bonne là-dedans. Fait qu'il y a une responsabilité aussi au niveau de l'entreprise de dire ton processus d'entrevue, il se doit d'être en accord avec le poste. Si tu poses toute la même question à tout, tu rencontres un représentant des ventes, un gars de marketing, une fille en finance, puis un concierge, puis tu as toute la même liste de questions, inévitablement, tu n'auras pas la même qualité. Ben non. Quand on parle de connaissance du marché, c'est un peu ça, mais c'est une responsabilité que nous, on a aussi envers nos clients, envers nos entreprises clientes, à les faire voir à faire voir les choses sous une autre perspective. Parce que la plupart des entreprises qui nous embauchent, si on veut, pour leur recruter du personnel au niveau de la comptabilité, tu serais surpris, vont nous demander une technicienne comptable, mais qui fit bien dans l'équipe. C'est vraiment un critère. C'est aussi à nous, je trouve, d'avoir cette aptitude de vente-là, si on veut, pour être capable de leur faire voir les choses différemment, puis qu'ils ouvrent un peu leurs œillères dans le sens où la personne, elle sera peut-être pas la plus extravertie, mais elle va être excellente dans le travail qu'elle va faire. Ben, exactement, parce que tu sais, sur ton entrevue, il faut que tu sois extraverti pour te vendre, mais dans le quotidien, il faut que tu sois introverti puis tu remplisses des fichiers Excel. Fait qu'il faut juste que tu sois conséquent. Il faut que tu sois assez analytique dans ta vie de travail, si on veut, dans ta vie professionnelle, pour analyser des fichiers. Mais quelqu'un qui aime analyser des fichiers n'est pas nécessairement la personne la plus large, justement, comme tu le dis. Oui, c'est ce qui est. Moi, je suis complètement l'inverse, là, mais ça, c'est une autre histoire. Clémence, ça a passé vite. Ça a passé vite. On est quasiment rendu à 1 heure. Je pensais pas qu'on parlerait de ressources humaines avec autant de passion et tout ça. Il y a tellement de choses à dire dans le monde du recrutement, mon Dieu. C'est tellement de tabous, de belles histoires, de toutes sortes de choses qui peuvent je trouve ça fort intéressant. Merci d'avoir pris le temps de démystifier ça pour nous autres. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, même si je ne suis pas en recrutement, mais au moins de comprendre la réalité et tout ça. Si les gens ils veulent en apprendre plus sur toi ou qui ont de l'intérêt, soit que c'est des candidats qui veulent être placés ou que c'est des entreprises qui recherchent des gens en finance et comptabilité, c'est important de le dire. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui, j'ai mon numéro de téléphone, 579-420-6140. Mon adresse courriel. Donne son numéro de téléphone. ça, c'est de la proximité. OK? Cellulaire? Oui, adresse courriel, clémencer@commercialpurerh.com. Et LinkedIn, je suis toujours disponible sur LinkedIn, très active sur LinkedIn également. Depuis que tu as suivi la cohorte, très efficace. Oui. Clémence, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi. Très belle invitation. C'était Marco et Clémence Racchielli. J'aime ça le dire demain. De Pure RH. Merci tout le monde. On se voit au prochain épisode.